Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Questions Médias, l'émission qui s'interroge sur le monde hyper connecté dans lequel nous vivons. Quelles sont nos nouvelles habitudes de consommation des médias d'information? En quoi celles-ci bousculent-elles les codes et les modes de narration des supports historiques que sont les journaux, la radio, la télévision? Le digital a-t-il fait exploser les frontières qui séparaient clairement ces médias traditionnels? Ont-ils encore un avenir et comment font-ils pour se réinventer? Ce sont les questions que nous abordons ensemble aujourd'hui avec vous, messieurs. Merci d'être là. Et je vais peut-être commencer par vous, Stéphane Rosenblatt, directeur de la télévision à RTL. Vous confirmez qu'on est à un moment clé, enfin peut-être déjà depuis un certain temps, en tout cas un moment de réflexion et d'évolution très important? Ça fait un certain temps qu'on est dans ce moment d'évolution. Mais ce que je veux dire d'abord, c'est que réflexion, évolution ne veut pas dire dégagisme. Or aujourd'hui, lorsqu'on réfléchit effectivement à ce qui va suivre, on entend souvent effectivement que c'est automatiquement la mort de ce qui a précédé. Les médias dits traditionnels ont encore de beaux jours aujourd'hui et demain. On le voit effectivement lorsqu'ils fédèrent, lorsque l'actualité les fédère, que ce soit en télévision, que ce soit en radio, ils rassemblent toujours un grand nombre de gens et un nombre certainement que d'autres médias ne parviennent pas encore à fédérer. Mais au-delà de ça, les gens consomment effectivement tout le temps, partout, au moment qui leur plaît, où ils veulent. Et c'est ce qui doit être évidemment pris en compte globalement aujourd'hui par les médias traditionnels. Ils le font dans leur réflexion depuis un certain temps, RTL le fait depuis un certain temps, mais ce qui est clair, c'est que l'accélération, la prise en compte de ces modes de consommation et l'impact qu'ils ont sur l'évolution des médias traditionnels, c'est clair qu'il y a un effet vraiment d'accélération et d'augmentation clairement du rythme qui doit être pris en compte aujourd'hui. Alors Daniel Van Mullik, vous êtes directeur général éditorial chez Rossel, vous êtes plutôt là pour représenter la presse écrite. Vous confirmez en tout cas que les médias doivent être maintenant sur tous les réseaux sociaux, ça c'est impossible de ne plus y être? Avant de dire qu'ils doivent être sur tous les réseaux sociaux, je pense qu'il faut dire qu'ils doivent être sur tous les modes, tous les supports, sur les devices. Et donc aujourd'hui, l'évolution depuis quelques années, mais ça remonte quasi à l'apparition d'Internet, mais il y a plus de 15 ans, mais c'est que tous les médias qui font de l'information sont sur un maximum de devices. Et que donc, depuis que Internet est né, chacun vient avec sa proposition éditoriale sur les écrans laptop, d'ordinateur, puis après sur les tablettes et surtout aujourd'hui, plus que tout, sur les smartphones. Et là, on appelle ça la convergence. Mais cette convergence a ceci d'inquiétant, c'est que les médias peuvent perdre en personnalité. Et donc, c'est là que le chantier est très important, c'est que ce soit les médias audiovisuels ou les médias écrits, ils doivent garder une valeur ajoutée qui est identifiable en tant que média plus traditionnel, qui a toujours qui nous concerne, proposer de l'écrit en fait, avec de la profondeur. Et ça, c'est un très grand défi. Oui. Alain Gerlache, bonjour. Merci d'être là également. Donc, vous êtes journaliste, on vous connaît bien comme spécialiste des médias aussi à la RTBF. Donc, pour vous, c'est une évidence aussi que maintenant, il faut aller chercher l'audience là où elle se trouve, alors qu'avant, l'audience allait allumer son poste de télévision, son poste de radio. Maintenant, c'est plutôt aux médias d'aller les chercher là où ils ont envie d'être informés. Oui, moi, je crois que c'est une des grandes fractures. Avant, il y avait le poste de télé, le poste de radio. C'était évidemment une façon d'aller chez les gens, mais c'était quand même les gens qui venaient à nous. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette configuration-là. Tout le monde maintenant a ses habitudes et veut pouvoir avoir accès aux médias, à de l'information sur tous les supports, ça vient d'être dit, mais aussi dans des endroits auxquels on ne s'attendait pas nécessairement. Quand Facebook est apparu il y a une dizaine d'années, je ne pense pas que beaucoup de nous avaient pensé que nos articles, voire des lives de l'offensive irakienne sur Mossoul, allaient se retrouver avec Facebook Live et nous faire de la concurrence. Donc il y a à la fois une modification des supports, des objets qui permettent de transmettre l'information, mais aussi un éclatement des habitudes, une perte de repères de nos marques aussi, évidemment, parce que quand on lit un article sur Facebook, on ne sait pas nécessairement de quel média il vient. Donc il y a là une rupture complète, et je ne parle pas de la monétisation de tout cela. C'est évidemment un gigantesque enjeu aussi.
Et on pourrait parler aussi du fait que l'accès de tous à la production d'informations, c'est aussi ça qui maintenant fait qu'on peut être inondé de fake news, de messages de haine, etc. Donc les défis sont gigantesques. Oui. Pour résumer, je dirais que par rapport à un certain nombre de rêves qu'on pouvait avoir il y a 10 ans, hein, le web allait permettre l'échange d'informations, d'opinions dans le respect de chacun, etc. Ça ne se réalise pas tout à fait comme ça. Mais ceux qui disaient que les médias traditionnels étaient morts, ils se sont aussi trompés. Alors, un petit mot peut-être sur cette nouveauté de la RTBF qui a lancé sa nouvelle première en radio et qui est diffusée le matin sur notre antenne sur BX1. Alors, la radio en télé, ce n'est pas vraiment neuf. Hein, ça fait déjà plusieurs années. Bel RTL le fait aussi, de longues années que ça se fait. Par contre, on voit en image, on peut peut-être le voir en image, une évolution. C'est que on voit que ça se fait sur les réseaux sociaux, que donc il y a en temps réel, je dirais, des tas d'informations qui arrivent. Et donc, c'est ce côté-là de la première qui est interactif, qui est vraiment dans le digital, la première veut vraiment se lancer là-dedans. Donc, on voit là tous les tweets à côté. En effet. Mais la radio, elle a un énorme avantage, c'est le seul média que l'on peut consommer, entre guillemets, en faisant autre chose. Ce qui est une caractéristique unique. Et c'est plus le cas maintenant, si on veut la regarder. Mais en même temps, c'est un défaut dans la mesure où c'est le seul média qui n'a pas l'image. Or, dans le monde numérique, l'image, la vidéo est devenue immanquable. Et donc, si l'on veut être présent sur toutes les plateformes qu'on vient de le dire, si l'on veut bénéficier de la viralité, c'est-à-dire du relais que le public, les gens font des informations auxquelles ils ont accès et qu'ils ont envie de privilégier, on est obligé de trouver une forme qui permet en effet d'être viral. Et ça, c'est le découpage vidéo, ce sont des clips d'informations à certains moments. Et tout l'enjeu, c'est évidemment de développer un produit vidéo à partir d'un produit radio qui est télé et web compatible, et même sur les réseaux sociaux, etc. Alors, on a déjà cité deux mots qui me permettent une transition. On a parlé de Facebook, hein, et puis on a parlé aussi de transversalité, etc. Et donc, on va voir en images, je suppose que vous regardez ce qui se passe ailleurs, hein, à l'étranger. J'imagine que parfois, ça peut donner des bonnes idées. Et ce sont des choses qui se font déjà chez nous aussi, mais on a un petit peu pioché un petit peu partout. Et on va voir qu'en fait, avant, on mettait les infos sur Facebook comme ça, à la limite on avait un reportage, on le mettait sur Facebook. Maintenant ça change parce que le langage est différent. Bien sûr. On regarde. غزة يعاني لكن احنا بنعاني اكثر منهم مرات عديده. احنا يا اخي عندنا الاكسجين، عندنا اسطوانات اكسجين، ونحن نحتاج الى الى التبخير في داخل المنازل، والكهرباء لنا مهمه خالص، لا نستطيع ان نستغني عنها ولو لحظه واحده. Saad El Galit habite à Gaza. Il est à l'hôpital pour insuffisance rénale. Il subit quotidiennement les coupures de courant comme ses 2 millions de compatriotes. Donc voilà, deux types de reportages qui sont totalement différents, dont un où il n'y a carrément pas de voix off. Ici, le deuxième, donc en fait, je vais quand même citer, hein, ça vient de Nice Matin, le premier, France Télévisions pour le deuxième. Ce qui est important, en tout cas, dans les formats Facebook maintenant, c'est qu'il faut un support écrit. Parce que les gens, Stéphane Rosenblatt, ne regardent pas ou n'écoutent pas forcément. Ils regardent, mais ils n'écoutent pas forcément le reportage qu'on leur propose. Et donc ils ont besoin d'un support, entre guillemets, de compréhension, un support pédagogique, mais je dirais que c'est le propre à l'évolution de chaque média. Maintenant, c'est un terrain d'expérimentation qui est évidemment fantastique, parce que de nouveau, il n'est pas propre, oui, au départ, il est propre à Facebook, mais évidemment, il inspire les autres médias, parce que tout ce qui peut rendre l'information plus claire, les deux exemples que vous nous avez montrés,
la base, ça reste quand même le contenu et le traitement d'un contenu. Donc ça ramène toujours à l'essentiel. Et puis l'information, donc la valeur de l'information, la véracité de l'information. Donc tout ce qui, derrière, peut en termes de traitement rendre les choses plus claires, plus lisibles, dans certains cas plus courtes, plus approfondies dans d'autres, offre aussi un terrain d'expérimentation et d'avenir extraordinaire pour l'ensemble des médias. Et donc, il faut quand même écrire autrement aussi. Il faut avoir, par exemple, une écriture plus courte, plus percutante, aller à l'essentiel de l'image encore plus qu'avant. En fait, c'est essayer de construire à nouveau une différenciation dans une chronologie qui est complètement mélangée. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il pourrait y avoir une chronologie naturelle avec l'information immédiate par les réseaux sociaux et par le web, l'information en radio, qui est une information plus directe, effectivement, au travers de la journée, et puis l'information télévisée, qui donne en principe une contextualisation en certains reculs. Maintenant, je pense que l'ensemble de ces supports se nourrissent les uns les autres. Je prends l'exemple d'RTL, vous avez le bouton orange, alertez-nous, c'est-à-dire que les téléspectateurs par téléspectateurs, c'est-à-dire les internautes par interactivité, vous contactent le public vous contacte de plus en plus, et de plus en plus le premier témoin de l'actualité. Il vous appelle, vous donnez l'information de manière immédiate, mais l'information doit être vérifiée, elle doit être contextualisée, c'est important. La télévision vient avec la contextualisation, avec un certain recul, et donc crée une plus-value, une différenciation par rapport au web. Et la radio, effectivement, elle crée aussi, au travers des voix, au travers des chroniques, un autre regard, un autre recul. Le rôle de nos médias, c'est effectivement d'essayer de construire, de donner un certain sens à tout ça, une certaine lecture qui puisse, pour le consommateur de manière globale, pouvoir y trouver son compte avec une complémentarité entre la différenciation des médias. Alors Daniel Van Mullick, je vais venir vers vous juste après l'extrait qu'on va vous montrer, parce qu'on parlait de la vidéo, de l'image. Maintenant, elle est indispensable, et elle est indispensable pour la presse écrite aussi, qui de plus en plus a recours à de l'image. Mais ici, on a des exemples qui vont loin, puisqu'on a l'exemple d'un journal allemand, le Bild, qui fait carrément un journal vidéo sur le net, et puis TF1 fait la même chose aussi, et c'est sur Facebook en fait, c'est sur les réseaux sociaux que tous les deux font ce journal. Bon, c'est en allemand, en réalité c'est surtout l'image qui compte, hein. Mais, la journaliste nous souhaite la bienvenue, elle explique que c'est un nouveau concept, un nouveau décor, et qu'il y a un journaliste à côté d'elle qui est en interactivité immédiatement avec les gens qui regardent. Herzlich willkommen zu Bild Daily, wie immer um 12 via Facebook Live und bei Bild.de. Wie ihr sehen könnt, in einem neuen Studio. Wir senden immer noch aus unserem Verlagshaus in Berlin, aber in einem neuen Studio und mit umgezogen. Mit mir ist mein Kollege Christian Mutter aus dem Social Media Team. Der sitzt dort hinten am Tisch und kümmert sich wie immer um eure Fragen und Kommentare. Überraschend, schockierend und still der Tod von Götz-George. Deutschland im EM-Viertelfinale ist Draxler nach gestern gesetzt. Und die Brexit-Krise, wie, wo und wann wird der Austritt? Bienvenue dans Focus, votre nouveau JT, les infos que vous partagez. Celui qui frappe, c'est l'Irlandais Sean O'Brien. Et celui qui tombe à genoux, le Français Pascal Papet, lui-même avait frappé un Irlandais, c'était en février dernier. Sur le moment, personne ne voit le geste, ni l'arbitre, ni le public, ni l'entraîneur. Mais lundi, cette image a fait le tour du monde. Regardez bien ces images. Vous ne remarquez rien? Sur ces photos, Eric Pickersgill, c'est le nom de l'artiste, a enlevé tous les téléphones et toutes les tablettes pour mieux montrer leur omniprésence dans nos vies. Voilà, ça c'était pour le petit clin d'œil, ça tombait bien justement cette exposition. Daniel Van Mullick, donc là, ça va loin en fait, c'est carrément un journal de presse écrite au départ qui fait un journal télévisé, on a envie de dire, sur Facebook. Est-ce que ce genre de projet est en gestation chez nous? Plus qu'en gestation, c'est déjà une petite réalité, mais rien à voir avec ce que le Bild peut faire. On ne boxe pas dans la même catégorie en termes de moyens. Si vous commencez à prendre des comparaisons avec le groupe Springer, Rossel est le plus gros groupe francophone, mais on n'a pas le 10e des moyens de ce que ce groupe-là a. Bien sûr que la vidéo devient un peu le nerf de la guerre, et en particulier dans la consommation smartphone. Et donc, nous avons depuis longtemps introduit des formations et fait évoluer nos photographes en vidéastes et en monteurs sur Final Cut pour pouvoir produire des vidéos. Par ailleurs, on a créé des formats et d'autres médias comme l'Écho ont aussi créé des petites émissions. N'ont pas toutes résisté, hein. On avait 11h02 au soir, on a fini par l'arrêter parce que l'audience était relativement faible.
Je parle d'audience parce que c'est important pour nous et pour RTL et RTB, mais il y a quand même une grande différence que je voudrais préciser ici, c'est le business model, le modèle économique. Donc RTL vit essentiellement des recettes de publicité. La RTB vit de recettes de publicité et de sa dotation. Nous vivons de la vente de nos contenus. Et donc on ne peut pas non plus tout faire pour avoir une offre exceptionnelle que l'on ne sait pas financer parce que nos revenus sont très faibles. Donc ça veut dire que l'accès est payant souvent, donc l'accès aux Voilà, et donc aujourd'hui complets, on est rentré dans un monde qui est un peu antagoniste. Alain l'a effleuré dans son introduction, mais je parlais de la convergence et l'identification, là déjà deux conflits potentiels. Il y a le conflit de ce qu'on appelle le reach et la monétisation, c'est que nos équipes sont super motivées à croître leur audience, mais en réalité, la pub ne suffit pas à compenser les coûts de développement éditoriaux sur le digital, et donc on doit monétiser nos contenus. Et c'est une manière pour moi de vous répondre, parce que je n'ai pas eu le temps tout à l'heure, sur la problématique des réseaux sociaux. Nous devons réfléchir à notre positionnement par rapport aux réseaux sociaux. Nous devons faire de l'acquisition d'abonnés. Et ça, on va le faire verticalement sur nos populations dans notre univers de marque. Et donc, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec les réseaux sociaux. Bien sûr, on est tenté d'aller sur Instant Article, par exemple, qui est une proposition de Facebook pour booster nos contenus. Mais on a peu de retours et on voit beaucoup d'éditeurs qui se retirent de cela. Bien sûr, on a envie d'aller sur ce qui s'appelle AMP, qui est une manière d'accélérer et de faciliter le téléchargement et la proposition de contenu sur smartphone grâce à Google. Mais vous savez que quand on fait ça, on n'a pas de revenus, on a une audience qui progresse, mais qu'on ne sait pas oui, c'est ça, finalement, monétiser. On travaille gratuitement. Et donc, on doit faire très, très attention dans cette gestion vis-à-vis des réseaux sociaux. Bien sûr, on doit faire du push de nos contenus, mais on doit surtout s'adresser à notre communauté de base. Pour vivre demain, il faut savoir que les éditeurs, vous savez peut-être que je préside l'Alliance des médias, eh bien, on a fait cette projection. Nous devons convertir la moitié de nos 300 000 acheteurs de médias traditionnels papier en payant vers le digital. Et 10% de nos real users, c'est-à-dire nos utilisateurs surfeurs qui sont habitués à du gratuit, 10% d'entre eux devront payer si on veut encore vivre demain. Et là, par contre, c'est compliqué que les gens, à un moment, acceptent de payer alors qu'ils ont l'habitude d'avoir tant d'informations gratuitement. Mais ça, c'est le propre de toutes les révolutions. Hein. On essaye un certain nombre de choses, on commet un certain nombre d'erreurs, on peut évidemment revenir en arrière. Le problème, c'est quand les gens ont pris des habitudes. Et le problème du gratuit sur le web, et ça ne concerne pas que le monde des médias, hein, on voit bien que ça concerne aussi la musique, la vidéo, etc. C'est assez difficile après de revenir en arrière, mais c'est indispensable. Il faut quand même qu'on puisse ancrer l'idée que si on veut être dans un univers où on a une information fiable, des faits avérés, des analyses qui sont correctes, des mises en perspective qui sont journalistiques, ça ne peut être produit que par des gens dont c'est le métier. Et donc, ce sont des gens qu'il faut payer. Et ça, tant qu'on ne parvient pas à revenir à ce fondamental-là, eh bien, je pense qu'on sera en énorme difficulté. Mais se servir comme ça, de façon pirate, dans tous les domaines, ce n'est plus possible. On est arrivé au bout de ce qu'on a cru être un modèle et qui n'en est pas un. Et l'aspect local, effectivement, n'aide pas, puisqu'effectivement, l'économie d'échelle est difficile à faire sur 4,5 millions d'habitants. On est un tout petit marché, ça a toujours été difficile, même avant Internet. Hein. Même avant Internet, donc ça vous devez y être, mais vous ne pouvez pas l'équilibrer. Voilà. Et on va poursuivre. Malheureusement, je vais encore vous montrer un exemple du Bild, mais c'est quand même pour montrer à nos téléspectateurs ce qui existe. Après, on va poursuivre et aller un petit peu plus loin, mais encore le Bild, encore une fois, réalise un journal pour smartphone, donc vertical. Hochkant? Ja klar, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Genau, Yogi. Und damit guten Morgen aus unserem Berliner Newsroom zu Bild Daily. Im Hochkantformat gibt es uns jetzt 100 Tage lang, immer montags bis freitags, jeden Morgen um 10 mit den wichtigsten Themen des Tages. Und hier sind unsere heutigen Top-Themen.
Griechenland hat seine Schulden an den Internationalen Währungsfonds nicht bezahlt. Das Land ist damit pleite. Wie geht das? Voilà, une petite présentation et puis les titres. En tout cas, on voit qu'il y a toujours l'importance d'avoir une présence humaine, malgré tout. Juste un petit mot là-dessus, c'est toujours dans cette idée d'aller chercher les gens là où ils sont. Et puis surtout, en fait, le smartphone, on le tient comme ça et les gens filment comme ça aussi. On a beau dire en télévision, non, mais c'est dans l'autre sens. Et finalement, on voit qu'on s'y adapte à ces nouvelles habitudes. Oui, c'est vrai. Enfin, à nouveau, dans tout ça, le marketing au sens large a évidemment un rôle important à jouer aussi. Tout le monde veut être le premier à avoir testé quelque chose, indépendamment de tout modèle. Donc on en parle. Et ce n'est qu'un test. L'objectif est, voilà, il y a des effets de est atteint, vous en parlez maintenant derrière. Je pense qu'il y a moyen de dire aux gens de mettre leur smartphone de manière horizontale. Mais voilà, ça fait partie. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque support et chaque public a aussi son langage. Oui. Et dans la mesure où maintenant les médias ne sont plus des médias familiaux, au début, d'ailleurs on peut voir ça dans des vieilles images, on voit la famille réunie qui écoute le poste de radio le soir, ou bien la famille autour de la télévision. Quand les postes plus petits sont arrivés, les transistors en radio et les postes portables en télé, on a déjà eu un fractionnement. Le fractionnement est beaucoup plus grand maintenant. Chaque support, chaque public a aussi son langage, son style. Et donc, il faut développer ça. Mais là aussi, c'est un défi, évidemment. Oui, c'est un défi, parce que ce sont vraiment des modes de narration qui sont tout à fait différents. Oui, et de mise en image. Alors, vous montrez quelque chose qui existe, pas seulement au BIL, mais vraiment un peu partout. C'est depuis qu'il y a le langage HTML5 que finalement, tout le monde peut présenter des offres qui sont verticales ou horizontales, elles sont convertibles. Et donc vous, si vous allez voir tout ce qu'on produit, par exemple pour Le Soir ou pour Sud Presse aujourd'hui, eh bien, ça va être vertical pour le smartphone, que ce soit nos applis payantes ou le site gratuit ou majoritairement gratuit aujourd'hui. Eh bien, il est vertical et d'une accessibilité et d'un plaisir très très grand parce qu'il est construit pour le smartphone. Mais vous l'avez le même contenu, le responsive design, tout à fait responsive. Ce smartphone, justement, on en parle, qui semble tellement indispensable à nos vies maintenant. Il est utilisé de plus en plus par les chaînes de télévision parce qu'un smartphone permet énormément de choses. On va voir en vidéo ce journaliste de la BBC qui explique comment il l'utilise. I used the phone just like this to broadcasting quality. It did the job of a laptop computer, a BlackBerry, an audio recorder, a stills camera, a video camera, a television, a radio, and indeed a radio car. Live back to Calais, our Nick Garnett is there, our reporter. Nick, good morning to you. I know you've been there all morning. Just describe to us what you've seen. There are hundreds and hundreds of lorries parked up on the roads around Calais this morning. Dozens and dozens of police trying and searching through those vehicles to try and see if there are any migrants on board. We saw the pictures yesterday. Right, so hoping this is broadcasting. Voilà, donc c'est incroyable ce qu'un smartphone peut faire. Est-ce que nous, les télévisions en Belgique, on a souvent recours à RTL? Vous utilisez souvent le smartphone pour enregistrer, diffuser aussi? On a équipé tous nos journalistes d'un smartphone, donc ils sont tous avec la formation qui va avec la capacité de recevoir effectivement sur leur serveur leurs images. Ça, c'est la théorie. C'est clair qu'il y a un gros travail culturel et de révolution culturelle à faire, plus finalement dans nos métiers sur les professionnels que sur le grand public. Oui. Parce qu'effectivement, le travail dit d'exigence technique, de niveau de qualité, entre guillemets, imposé aux rédactions, avec une histoire. Il y a une histoire des rédactions dans ce domaine, fait qu'aujourd'hui, il y a un énorme travail de mettre à nouveau le contenu au centre des choses. Alors, les expérimentations, il y en a plein, entre la réalité virtuelle, le smartphone, les systèmes de communication 3G qui sont généralisés, donc l'allègement des moyens de transmission, tout ça, c'est le quotidien aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut gagner, c'est la bataille culturelle
pour remettre le contenu au centre des choses et finalement les moyens au service du contenu et pas l'inverse. Et c'est vrai que la culture de l'image, la culture du montage, ce sont des choses qui existent dans nos métiers et qui ne correspondent plus en tout cas à une partie. L'exigence doit rester là. On en a parlé, l'encadrement journalistique, la contextualisation, tout ça doit rester, mais c'est clair que l'allègement des moyens et l'utilisation comme boîte à outils de tout ce qui peut exister fera partie demain du quotidien de chacun. Ouais. On n'y est pas encore tout à fait dans les médias traditionnels. Ouais. Et à la RTBF, on utilise aussi ce genre... oui, on est dans la même logique, c'est dans des cas évidemment. particuliers aussi, c'est-à-dire on ne va pas envoyer ça n'importe où, mais là, ils sont allés au Népal, ils étaient les seuls. Bien Forcément, sûr. on va utiliser ça. Mais il y a aussi des conditions particulières. Hein. Au Népal ou à la rue de la Loi, ce n'est pas exactement les mêmes conditions. Moi, je pense que, pour prolonger ce que vient de dire Stéphane, la grande révolution, c'est que le public évolue plus vite que nous. Alors que précédemment, on pouvait encore dire la télévision, on va passer en couleur et vous acheterez des postes de couleur et on va changer. Mais on est un peu suiveur perpétuellement. Mais maintenant, on doit suivre les usages du public. Et le public, il ne répond pas nécessairement à nos intuitions. On peut croire que quelque chose va marcher, entre guillemets. Eh bien non, le public n'achète pas, ne prend pas. Et donc, c'est ça, le véritable enjeu pour nous, c'est d'être très, très attentif aux usages que le public développe et de s'adresser à lui en essayant de voir les moyens de le trouver dans ce que lui a adopté comme mode de consommation des médias. On va devoir vite clôturer cette émission, mais on peut peut-être se revoir dans un prochain numéro de Questions Médias et poursuivre la discussion. Merci d'avoir été tous les trois présents à cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions Médias.